Bienvenue dans ce numéro de Station Europe dans lequel on parlera une nouvelle fois de la guerre en Ukraine et notamment de la manière dont les Russes de Bruxelles perçoivent les événements, perçoivent cette guerre. On en parlera avec Nina Bashkatov, spécialiste de la Russie, et Bernard Guetta, député européen. Voici Station Europe. Voilà, on se retrouve sur le parvis du Parlement européen à Bruxelles et pour commencer, je vous présente Nina Bashkatov. Merci d'être avec nous. Ne soyez pas modeste, vous êtes une des meilleures spécialistes de la Russie. Vous éditez une revue en ligne sur les questions russes et puis vous avez publié il y a quelques années un livre qui s'intitule Poutine, l'homme que l'Occident aime haïr, mais avouez qu'aujourd'hui, on a quand même quelques petites raisons de ne pas trop l'aimer. Non, mais aussi on peut dire que c'est vrai qu'on se vante maintenant qu'il fait l'union forcée contre lui. Donc dans un sens, c'était dans ce sens-là que j'avais choisi ce titre en disant l'homme que l'Occident aime haïr parce que finalement, quelque part, il nous a bien arrangé. Maintenant, c'est sur le dos des Ukrainiens, donc ça prend un tour dramatique. Mais c'est vrai qu'on n'arrête pas autour de nous d'entendre Poutine exactement l'inverse de ce qu'il croyait faire. Il croyait nous diviser, il ne pourra pas nous diviser, on est plus unis que jamais, etc. Souvent, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine? Est-ce que vous savez? Mais il paraît qu'il y a une vingtaine de psychiatres américains qui sont en train d'observer en permanence ses gestuels, sa manière de marcher, etc. Donc je crois qu'on va avoir un rapport tout à fait faux, parce que j'imagine très mal un psychologue ou un psychiatre américain qui a déjà du mal de se mettre dans la peau d'un Européen, de déduire de certains gestes de Poutine, non seulement ce que les Russes pensent, comment sont les Russes, mais en plus ce que Poutine pense. Est-ce que les Russes à Moscou ou au fin fond de la Russie savent aujourd'hui ce qui se passe? Est-ce qu'ils savent qu'il y a une guerre? Oui, quand même. J'ai toujours trouvé curieux cette manière d'imaginer que les Russes étaient sans information et qu'ils croyaient bêtement tout ce qu'ils voyaient à la télévision. Alors c'est vrai que ça a une influence, mais il faut quand même se rappeler que la défense collective des Russes et des Soviétiques auparavant, c'était justement de ne pas croire ce qu'on leur racontait à la télévision ou dans les journaux. Donc ils ont une capacité de tri. Il faut dire aussi que certains, oui, croient parce que c'est une image séduisante d'eux-mêmes finalement, parce que ce que la télévision montre, ce sont des convois humanitaires qui distribuent de la nourriture, qui distribuent des médicaments, des convois qu'on essaye d'amener vers la Russie en sécurité, qui sont attaqués par les Ukrainiens. Donc ça leur renvoie un peu une image qui les arrange bien et qui leur permet d'oublier qu'est-ce que ça sous-entend. Parce que moi j'entends quand même beaucoup de gens, d'abord ils sont très gênés, ils sont très mal à l'aise, et ça c'est indifféremment de où ils habitent, mais plus on habite proche de la frontière ukrainienne, plus on y est sensible. Et puis il y a quand même des gens qui commencent à dire, on a entendu dire que telle famille, les cousins de ceci ou les voisins d'un tel, il y a un cercueil qui est rentré. Donc Les Russes savent qu'il y a une guerre. mais ils ne connaissent pas les vrais motifs. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais eu d'explication, mais peut-être qu'il n'y en a pas non plus. On essaye quand même de trouver, parce que l'explication officielle de Poutine, c'est dénazification et démilitarisation. Donc on va libérer les Ukrainiens d'un régime nazi, voilà. Oui, mais même comme ça, comment est-ce que vous traduisez ça pour le Russe de la rue et même le Russe éduqué? Parce qu'à la limite, ce sont les élites qui se demandent le plus, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et secondairement, qui n'est pas secondaire au sens premier du terme, c'est quels sont les moyens, jusqu'où ça va aller, quand est-ce que ça va arrêter, quelle sera la pause, comment, etc. Cela dit, les Russes doivent quand même se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur pays parce qu'ils doivent ressentir les pressions économiques de plein fouet. Ça a été très rapide, notamment par exemple pour les médicaments. En ce qui concerne les produits, il y a quand même toutes les productions russes qui ont été développées, notamment dans l'agriculture, depuis les dernières sanctions, donc en 2014. Mais par contre, l'inflation galope et c'est pas nouveau. Donc ça existait auparavant et ça augmente évidemment avec le fait qu'il n'y a plus les produits étrangers qui arrivent, dont il se passe bien en termes de produits, mais pas parfois en termes de prix, ça ne fait plus de compétition. Que pensent les Russes en Europe, à Bruxelles par exemple, de ce qui se passe pour le moment? Je crois que tout le monde est très mal à l'aise, tout le monde adopte un profil très bas.
parce qu'il y a quand même eu des réactions quand même très peu sympathiques, y compris vis-à-vis de Gosses. Et donc, ça n'a jamais été une diaspora unie, parce qu'il y avait des... Enfin, vous mettez deux Russes ensemble et ils font trois partis politiques. Donc il y a toujours eu des dissensions sur tout et n'importe quoi, mais il y a un fond qui est l'attachement à la culture et à la langue. Donc ça, c'est vraiment commun, partagé, même s'il y a des écrivains que certains ne lisent pas et que d'autres lisent, ou des films que l'on peut regarder dans certains milieux et pas dans d'autres. Donc ça a toujours existé. Il y a une différence de génération aussi, parce que la nouvelle génération, donc les gens qui sont arrivés depuis une quinzaine d'années et récemment, ce sont des jeunes qui sont partis en sachant qu'on ne partait pas complètement. Avant, ce qui rendait la Russie particulière dans l'immigration, c'était le fait que c'était toujours un ticket sans retour. Donc on partait et les gens savaient qu'ils ne retourneraient plus, qu'ils mourraient à l'étranger, qu'ils ne verraient plus leur famille, leurs amis, etc. Tandis que maintenant, c'est complètement différent. Ils gardent la possibilité d'avoir des contacts permanents. Donc il n'y a plus ce sentiment aussi pas d'encerclement, mais d'un cercle dont il est difficile de sortir dans un sens. Mais à Bruxelles, on peut voir des Russes et des Ukrainiens manifester ensemble? Tout à fait, pourquoi pas. La différence, c'est que jusqu'à présent, personne ne s'était jamais très bien posé la question, sauf peut-être dans les descendants de certains milieux plus nationalistes, etc. Mais même, je veux dire, on pouvait... Oui, moi, j'ai jamais senti de... Mais quand vous dites qu'il y a un sentiment anti-russe, il ne vient pas des Ukrainiens, il peut venir de n'importe qui. Non, et c'est entretenu, je suis désolée de le dire, mais par la presse aussi, parce que déjà d'avance, on disait toujours, par exemple, l'invasion russe de l'Afghanistan. Non, c'était une invasion soviétique. Il y a toute une série de choses aussi, on retourne Prague, les chars russes, etc. Donc il y a eu toujours une identification et une confusion entre Russes et Soviétiques. Et donc maintenant, ça joue à plein, parce c'est quand même difficile de choisir mieux un rôle de vilain que ce qu'ils font actuellement. Mais d'un autre côté, je trouve pas normal de dire, par exemple, tout ce qui est dans les matières culturelles. Je trouve, bon, peut-être que certaines personnes qui n'ont plus de culture croient que Tchaïkovski, c'est je ne sais pas moi, un joueur de rock ou quelque chose comme ça. Mais ça me paraît quand même comme ça n'a pas de sens. Et la seule chose qui nous restait en commun avec la Russie, c'est d'avoir une culture européenne. Alors, toutes les guerres ont une fin. Comment on arrête cette guerre? Comment on arrête Vladimir Poutine? Écoutez, il y a toujours deux façons d'arrêter une guerre. C'est par la complète démolition de l'un ou de l'autre. Donc ça veut dire que les armes ont parlé et puis on est obligé de négocier. Ou bien par tout simplement changer d'avis au milieu du gué et dire voilà, on arrête, etc. Ici, dans ce cas, c'est quand même aller très loin et ça ne va pas cesser demain, les bombardements et les affrontements et les morts. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir ce qui est déjà fait, donc à la fois des négociations entre Russes et Ukrainiens directement, puisque notamment les Ukrainiens, à juste titre, vont dire qu'il n'est pas question qu'on vienne nous imposer quelque chose qu'on n'a pas négocié. Mais ça ne peut être fait, parce qu'il n'y a aucune confiance entre les deux, qu'avec l'apport d'institutions internationales, d'institutions européennes, etc. Et par l'intermédiaire de pays qui seront acceptables par les deux. Et on voit qu'il y a maintenant tout un pipeline de personnes qui se voient comme étant l'homme miraculeux, parce que ce sont tous des hommes, qui va permettre de remettre tous les gens autour de la table et d'inspirer la confiance. Alors, Emmanuel Macron continue à dialoguer avec Vladimir Poutine. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ça sert à quelque chose, et je crois qu'il a eu raison de braver presque le ridicule en allant à Moscou dans les conditions où il a fait. Et puis deux, Emmanuel Macron est en campagne électorale, donc il faut quand même voir aussi toutes ses positions dans ce prisme-là. Mais il faut garder une porte diplomatique ouverte en quelque sorte. Il faut aussi permettre à Vladimir Poutine, il faut lui laisser une porte de sortie quelque part. Il faut laisser une porte de sortie à tout le monde, c'est le principe d'une négociation. C'est qu'on sait qu'il faut sauver la face de tout le monde, y compris de Zelensky aussi, parce que quoi qu'il concède, et il va devoir concéder, il faudra vraiment qu'on le supporte quand il aura des ennemis à l'intérieur de l'Ukraine. Pas maintenant faire des déclarations dans les parlements, etc., mais vraiment bien dire que c'est derrière lui qu'on est tant qu'il n'y a pas de nouvelles élections. S'il y avait des élections demain en Russie, les Russes voteraient pour Poutine encore aujourd'hui? Mais moi, je suis arrivée au stade où je me dis que s'ils avaient quelqu'un de crédible, ils voteraient massivement pour cette personne crédible. Ça ne veut pas dire
un type de Navalny ou des gens dont nous rêvons, parce que tous ceux dont nous avons rêvé, ça a toujours été un échec complet. Donc il faut quelqu'un qui donne confiance, mais qui aussi rassure. Nina Bashkatov, merci. Dans quelques instants, on va recevoir Bernard Guetta, député européen. Mais avant cela, on va écouter Emmanuel Macron. Il était interrogé il y a quelques jours au sommet de Versailles et il s'exprimait sur le rôle de la diplomatie pour arrêter Vladimir Poutine. Je ne vais pas ménager les efforts pour essayer d'obtenir ce cessez-le-feu qui est si important et la possibilité d'essayer d'avoir une sortie du conflit qui puisse être politique. Mais je l'ai dit aux Françaises et aux Français, et je vous le dis avec la même honnêteté, je suis inquiet, pessimiste, et c'est aussi pour ça que je crois que notre Europe doit être au rendez-vous. Et l'Europe est là qui doit chercher à être puissance médiatrice et de stabilité, c'est ce que nous faisons, en particulier avec le chancelier Scholz, mais avec tous les collègues. L'Europe est unie face à cette guerre, unie. Et pour moi, c'est très important, et l'objectif de ces 2 jours, c'est aussi d'afficher, mais au-delà d'afficher, de continuer à construire, à renforcer cette unité européenne. Et l'Europe, elle doit se préparer à tous les scénarios. Retour sur notre plateau au Parlement européen à Bruxelles et je vous présente Bernard Guetta. Merci d'être avec nous. Vous êtes député européen. Pour faire simple, vous êtes membre du groupe Renaissance, c'est-à-dire le groupe politique d'Emmanuel Macron. En effet. Et avant ça, pendant 27 ans, vous avez décodé la marche du monde sur France Inter. Alors Emmanuel Macron disait tous les scénarios sont possibles, y compris le pire. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'on marche vers la guerre atomique obligatoirement, mais ça veut dire que la situation est vraiment dangereuse et vraiment complexe. Et elle est vraiment complexe pour une raison bizarrement très simple. C'est que M. Poutine a perdu cette guerre. M. Poutine a perdu, politiquement parlant, la guerre dès le 2e ou le 3e jour des combats, parce que pour l'avoir gagné politiquement, il aurait fallu qu'il puisse rentrer au bout de ces 3 jours dans Kiev, acclamé par une population en liesse, avec un monsieur Pétain qui l'aurait sorti de sa poche et qui lui aurait remis les clés de la ville en le remerciant, et en remerciant la Russie d'avoir libéré la pauvre Ukraine des nazis drogués. C'est ce qu'il a voulu faire croire aux Russes. C'est pas du tout ce qui s'est passé, nous le savons bien. Et maintenant qu'on en est à plus de 3 semaines de combat, et que M. Poutine, en tout et pour tout, n'avait réussi jeudi dernier à conquérir une ville, une seule ville, et encore, d'une manière incertaine, militairement parlant, mais c'est un fiasco absolu. Mais quand vous dites qu'il a perdu la guerre, ça doit être difficile à entendre pour les Ukrainiens qui reçoivent des missiles sur leur tête. Écoutez, c'est une chose tout à fait différente. Je ne crois pas que ce soit difficile à entendre pour eux, parce que ça peut les réjouir dans leur malheur absolu et dans ce drame total, de savoir qu'au moins le vilain, on va dire le vilain pour ne pas employer de gros mots, qu'au moins le vilain a perdu politiquement et militairement, même si malheureusement, il est à même de continuer à faire un mal fou en termes de destruction, de tuerie et de déstabilisation du continent européen entier, de déstabilisation de l'économie mondiale et de mise en danger, tout simplement, de la paix. Vous qui avez été correspondant à Moscou, vous pensez que les Russes se rendent compte aujourd'hui de la situation, ne fût-ce que parce qu'il y a des sanctions économiques qui pèsent sur... Vous savez qu'il y a 2 versions, il y a 2 interprétations. Beaucoup de gens pensent, je n'en fais pas partie. Mais bon, disons-le par honnêteté intellectuelle, beaucoup de gens pensent que l'appareil de propagande de M. Poutine a une redoutable efficacité, qu'il ne reste plus rien en termes de presse que la chaîne de télévision qu'il contrôle, et que donc beaucoup de gens
peut-être pas une majorité écrasante, mais que beaucoup de gens croient à ce que raconte cette propagande. Moi, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je ne pense pas que la jeunesse russe, je veux dire les gens au-dessous de 45 ans, ceux qui n'ont pas vécu réellement l'Union soviétique, s'abreuvent au canal, à la chaîne 1, à la première chaîne de la télévision russe. Ils n'en croient pas un mot. Ces gens-là se débrouillent quand même maintenant, pour avoir des nouvelles par d'autres canaux sur Internet, même détournés, même compliqués, même partiels. Et l'autre partie de la population, la partie la plus âgée, la plus rurale, eh bien, pour ces gens-là, c'est quand même un formidable malaise que d'entendre que leur pays est en guerre contre l'Ukraine. Parce que pour ces gens-là, qui sont des soviétiques, qui ont vécu sous l'Union soviétique, l'Ukraine est une autre partie d'un même pays. Ils se posent des questions. Ils se posent des questions. Et même le plus fermé, on va dire, des citoyens de la Fédération de Russie ne peut pas se dire que quand même des nazis drogués, c'est un peu bizarre, c'est un peu excessif. Et puis vous savez, dernier point, si M. Poutine a fait interdire par la loi et avec la menace de lourdes peines de prison, le seul emploi du mot guerre, c'est que la seule idée d'une guerre de la Russie contre l'Ukraine est impopulaire, pour ne pas dire intolérable. Il y a eu cette journaliste de la première chaîne de télé russe qui est apparue sur antenne avec une pancarte en disant non à la guerre, on fait de la propagande ici. Est-ce qu'on sait quel impact ça a pu avoir ? Écoutez, il y avait beaucoup de gens quand même, parmi les électeurs de M. Poutine, qui regardaient comme chaque soir leur journal télévisé. Et puis soudain, ils ont vu ça. Alors, peut-être que beaucoup d'entre eux ont pensé à une provocatrice payée par la CIA ou je ne sais pas quoi, etc. Mais pour beaucoup d'autres, quand même, ça suscite des questions, ça suscite au moins un questionnement, ça suscite au moins un doute. Et puis n'oubliez pas que près de 300, peut-être plus maintenant, de 300 prêtres de l'Église orthodoxe russe ont quand même signé de vivant à Moscou, pas de l'immigration, pas de la diaspora, vivant à Moscou, ont signé une pétition contre cette guerre. Pourquoi ils l'ont fait? Mais pour deux raisons. Parce qu'ils reçoivent les confidences de leurs ouailles et ils savent bien les doutes qui traversent la population. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que le patriarcat de Moscou contrôle 40% à peu près de l'orthodoxie ukrainienne. Mais ils ne veulent pas perdre ces 40% de l'orthodoxie ukrainienne. C'est une perte sèche pour l'Église orthodoxe russe et ils s'en rendent compte. Bernard Igleta, comment on arrête la guerre? Est-ce qu'il faut laisser des portes de sortie à Vladimir Poutine? Il faut continuer à négocier, c'est ce que fait Emmanuel Macron. Il faut toujours laisser des portes de sortie, surtout à un animal blessé, acculé, qui a peur aujourd'hui, car je crois que M. Poutine panique. Mais vous croyez encore à la diplomatie, comme Emmanuel Macron le dit? Je ne sais pas. Emmanuel Macron est chef de l'État. Qui plus est, il est président en ce moment de l'Union européenne. Donc, il doit se montrer extrêmement diplomate. Et heureusement qu'il le fait. Mais entre nous, soit dit, ce n'est plus une question de diplomatie. C'est une question de rapport de force et de lucidité et du nombre de personnes qui, à Moscou, dans l'entourage même de Poutine, commencent pas à lui dire, mais à lui murmurer, à essayer de lui faire comprendre qu'il a perdu. On ne le sait pas, mais
lisez les déclarations des uns et des autres. Lisez les déclarations du porte-parole de M. Poutine qui dit presque exactement le contraire de ce que dit M. Poutine. Lisez les déclarations du ministre des Affaires étrangères qui dit complètement le contraire de ce que dit le président. Alors, on entend très très bien les dissonances. Elles sont claires et elles sont inévitables, car vous seriez le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie aujourd'hui, mais vous vous taperiez la tête contre les murs de désespoir. Mais Bernard Guetta, je repose ma question. Comment on peut arrêter Poutine? Vous pensez qu'il n'y a que la diplomatie? Il n'y a que Poutine qui puisse arrêter Poutine. On ne peut pas imaginer qu'il y ait un soulèvement de la population Non, un russe. soulèvement, non, mais une révolution de palais, moi, je commence à ne plus l'exclure totalement. Vous m'auriez posé la question il y a 8 jours, 10 jours, je vous aurais dit non, c'est exclu, et je l'aurais pensé profondément. Aujourd'hui, je vous dis non, je ne l'exclus plus. Ce n'est pas une certitude, vous me comprenez bien, mais je ne l'exclus plus. Bernard Guetta, à côté de vous, 2 enveloppes avec une bonne question, la verte, une mauvaise question, la rouge. Alors où est le piège? Oh, moi, je suis un optimiste, je vais prendre la bonne. Et vous la lisez à haute voix et sans crainte. Un dîner avec Poutine, vous acceptez? Non. Non. Emmanuel Macron, là. Écoutez, je suis journaliste. Normalement, je devrais adorer dîner avec Poutine. D'ailleurs, je le connais, je l'ai déjà rencontré. Mais non, je ne dîne pas avec un criminel de guerre, comme dirait M. Biden. Vous êtes journaliste dans l'âme, toujours, aujourd'hui? Mais j'écris plus que jamais. J'interviens à la radio, à la télévision, vous le voyez. Et quand vous m'interrogez, vous le savez bien, vous m'interrogez comme parlementaire européen, mais aussi comme journaliste. Quand je suis invité sur un plateau de télévision en France, c'est comme journaliste et comme parlementaire et comme journaliste. Vous savez, je dis souvent à beaucoup de nos confrères, j'ai mis notre métier, ou je mets notre métier, au service de ma fonction. Parce que être parlementaire, ce n'est pas un métier. En revanche, le journalisme, c'est mon métier. Et ça le restera jusqu'à ma mort. Et aujourd'hui, vous êtes basé à Bruxelles. Ça représente quoi pour vous, une ville comme Bruxelles? Je vis 5 jours à Bruxelles et le reste de la semaine à Paris. Je rentre pour le week-end à Paris. On dit parfois que les députés vivent dans une bulle. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai, ça vous le reconnaissez en quelque sorte. Ah mais complètement, je ne connais pas Bruxelles. J'ai honte de l'avouer, mais je ne connais pas Bruxelles. Je sors de la gare du Midi, de mon train de Paris, quoi, et je fonce directement dans cette ville, dans la ville, qu'est le Parlement. Et vous savez qu'on y entre à 8 h du matin et qu'on en sort à 9-10 h le soir, sans même être sorti pour déjeuner, parce qu'on mange un sandwich ou une salade dans les bars du Parlement. Donc je ne connais pas Bruxelles. J'en ai honte, mais j'ai pas le temps. Bon, vous vous rattraperez peut-être un jour. Sûrement. Merci Bernard Guetta de vous être arrêté à la Station Europe. Merci à Pascal Simard et à l'équipe ici au Parlement européen d'avoir réalisé cette émission. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Station Europe.